Hey, salut tout le monde, c'est Benoît F1. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Formule 1 et on va parler évidemment des actualités de la Formule 1. Rappelez-vous que j'avais fait une première vidéo il y a longtemps, avant le début de saison, pour justement parler des petites actualités sur le sport Rennes, la catégorie Rennes, pardon, du sport automobile. Et on va d'abord commencer par cette info qui est apparue donc il y a à peu près 2 semaines. C'est la FIA qui annonce mettre fin au fameux party mode, le fameux mode qualification dès le Grand Prix d'Italie. Alors d'abord ça a été Grand Prix d'Espagne, après ça a été reporté en Belgique et après ça a été reporté en Italie. Donc on sait vraiment pas si la FIA va vraiment le faire parce qu'on sait que la FIA, Mercedes, voilà, c'est un peu le PSG avec l'arbitrage en termes de foot. Donc en effet, le bouton magique utilisé notamment par Mercedes en qualification, c'est les seuls évidemment à avoir ce bouton. Red Bull a essayé, a voulu en faire un, mais ils n'ont pas réussi. Je crois que Racing Point et Williams l'ont aussi, parce que bon, Mercedes, moteur Mercedes, enfin voilà. Donc pour disparaître, pour permettre de réduire l'écart entre Mercedes et le reste du peloton, qui se prend quasi, voire plus de 6 dixièmes à chaque qualification. En fait, c'est pas le reste du peloton qui est nul. Non, non, c'est les Mercedes qui sont vraiment stratosphériques. À chaque qualification, depuis le début de saison, tu peux t'assurer que les deux Mercedes seront en première ligne. Et je crois que je crois que c'est, attendez, je crois que c'est toujours arrivé cette saison que les deux Mercedes soient en première ligne. Je crois que c'est jamais arrivé qu'une voiture comme Red Bull ou comme Racing Point soit en première ligne. Je crois que Mercedes a toujours été en première ligne depuis le début de la saison. Donc vous voyez un petit peu la dominance de Mercedes, même en qualification. Évidemment, cela ne plaît pas à Lewis Hamilton, qui a déclaré, estimé, que la disparition de ce bouton magique n'est qu'un prétexte pour ralentir la firme à l'étoile. Et oui, et il dit également en interview que cela risque de ne pas être suffisant justement pour stopper Mercedes et pour éviter qu'ils roulent moins vite. Au pire, on a une solution, et on les dégage de la F1. Même si j'aimerais pas parce que j'aime bien Mercedes. Ensuite, on va parler maintenant du feuilleton de l'été. Un gros feuilleton de l'été, c'est Renault Racing Point. Souvenez-vous que après le Grand Prix de Styrie, donc le deuxième Grand Prix de la saison, Renault avait porté réclamation sur Racing Point au sujet de ses freins, enfin de ses écopes de frein arrière jugées illégales en effet, puisque les écopes de frein étaient les copies conformes de la Mercedes de l'année dernière. Et forcément, ça n'avait pas plu à Renault qui avait décidé donc de porter réclamation et de porter réclamation à chaque Grand Prix tant que la décision n'était pas rendue. Avant le Grand Prix de 70e anniversaire, avant les premiers, les essais libres 1 du Grand Prix du 70e anniversaire, on a eu le résultat que Racing Point avait donc été déclaré coupable d'avoir fait des freins illégaux. Donc il s'était pris 200 000 dollars d'amende à chaque voiture, donc 400 000, et s'est vu retirer 15 points au championnat constructeur. Les pilotes gardent leurs points, sachant que la décision a été jugée trop clémente pour les écuries comme Renault, comme Ferrari, comme McLaren et Williams, si je dis pas de bêtises. Racing Point a également fait appel pour dire que la sanction était trop élevée, donc le contraire. Avant le Grand Prix d'Espagne, on avait eu la confirmation que Williams et McLaren s'étaient retirés de l'affaire. Il n'y a pas de conspiration avec Mercedes, non, non, loin de là. Et mardi, on a donc l'équipe Renault a confirmé avoir demandé le retrait de son appel concernant les freins, puisque l'écurie française a justifié ce choix par rapport à la signature des nouveaux accords Concorde et éviter que cela ne se reproduise.
évidemment, ça serait con. Et désormais, il devrait se concentrer sur le championnat. Donc c'est la fin du feuilleton de l'été. Il y aura plus de réprimandes, de pénalités, de je sais pas quoi. Enfin, voilà. Après, concernant l'affaire, pour moi, la décision enfin, la pénalité de 15 points et l'amende a été tout à fait logique. Pour moi, je comprends pas les gens qui disent faut plus. Bah non, faut pas plus. Pour moi, c'est totalement mérité et c'était enfin, légitime qu'ils perdent 15 points. Parce que sur le règlement technique, ils étaient légaux. Parce que. Enfin, l'écurie était légale parce que techniquement, ils ont copié les freins avant que la règle des pièces listées, donc les pièces que l'écurie doit fabriquer elle-même, entre en vigueur. Donc ils ont copié avant le 1er janvier 2020. Mais ils l'ont installé sur la voiture de cette année et ça, ils n'avaient pas le droit. Donc ils ont enfreint le règlement sportif mais pas technique. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'ils ont enfreint le règlement technique alors qu'ils sont tout à fait dans leur droit. Et maintenant, on va donc parler du calendrier 2020 qui prend forme. Donc comme vous le voyez, donc là vous le voyez à l'écran, le calendrier 2020 avec 4 nouveaux Grands Prix. Et un Grand Prix fait son grand retour au calendrier, c'est Istanbul. Et oui, le Grand Prix qui avait, le circuit qui avait accueilli le Grand Prix de Turquie entre 2005 et 2011 est célèbre quand même pour son quadruple gauche au virage 8, si je dis pas de bêtises. Là où d'ailleurs a vu Montoya sortir en 2005, si je dis pas de bêtises. 9 ans plus tard, il allait intégrer le calendrier en fin d'année, puisque comme vous le voyez, il va se dérouler lors du week-end du 13 au 15 novembre. Donc on va voir niveau température si ça sera pas chaud, pardon. Suit ensuite le double Grand Prix sur le circuit de Sakhir à Bahreïn, donc le 27-29 novembre et le 4 à 6 décembre. Pour le deuxième Grand Prix de Bahreïn, reste à décider la stipulation de cette course. Est-ce que ça va être sur la même configuration que le premier Grand Prix? Est-ce que ça va être sur l'ovale de Bahreïn ou est-ce que ça va être sur le circuit de 2010, à savoir le circuit de 5,3 km? À voir. Mais normalement, le deuxième Grand Prix devrait être le circuit de 5,3 km parce que l'ovale n'est pas grade 1. Même si c'est le même Grand Prix, c'est pas grade 1. Et pour finir, le grand final à Abu Dhabi du 11 au 13 décembre. Donc il y a 17 Grands Prix cette saison au calendrier, contre 22 avant justement que cela ne parte un peu en couille. Hanoï reste encore en suspens, donc le Vietnam reste encore en suspens, donc le gouvernement vietnamien espère intégrer Hanoï en fin de calendrier. Peut-être. Après, je sais pas quand ils veulent l'intégrer parce que ça ferait 5 Grands Prix en 5 semaines. Ça risque d'être très chaud. Déjà 3 Grands Prix en 3 semaines. On va dire que c'est difficilement facile. Enfin, on va dire que c'est pas facile pour les pilotes et ceux qui travaillent, genre les ingénieurs, les mécaniciens, enfin, tout le team. Mais Hanoï reste encore en suspens. Peut-être 18 Grands Prix. Cela à savoir. Maintenant, on va parler des transferts, des rumeurs de transferts. Et oui, puisqu'on arrive au premier tiers du championnat. Et par quoi on commence? On va commencer par Alfa Romeo, puisque 4 noms ressortent le plus: Nico Hülkenberg, Robert Schwarzman, Callum Ilott et Sergio Perez. Donc ce sont les noms qui ressortent pour l'écurie Alfa Romeo. En effet, il y a quelques mois, Alfa avait annoncé son souhait de se débarrasser de ses pilotes, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi, donc ces 2 pilotes, dont la saison semble très compliquée puisqu'ils ont inscrit seulement 2 points, en 6 courses. C'est très compliqué. Une seule Q2, d'ailleurs à noter, c'était Kimi Raikkonen qui l'avait fait au Grand Prix d'Espagne. Semble saison encore plus compliquée d'ailleurs pour le quadragénaire qui devrait vivre en 2020 sa dernière saison en Formule 1.
évidemment. Hein. Raikkonen, il va sur 41 ans quand même. Ça commence à faire beaucoup là. Donc Aylot et Schwarzman qui sont actuellement aux deux premières places en Formule 2 pourraient donc se battre pour le deuxième baquet Alpha qui sera le choix de Ferrari. Et oui, parce que comme vous le savez, Alfa Romeo est l'écurie B entre guillemets de Ferrari. Donc Ferrari a évidemment le droit de veto sur le deuxième baquet. Et donc forcément, le deuxième baquet sera pour un pilote de la filière Ferrari. Alors avant on avait pensé à Schumacher. Mick Schumacher, le fils de Michael. Le problème, c'est que Schumacher, il est pas très bon, hein. Il est même nul. Hein. Donc, lui, je pense qu'il sera rayé de la carte. D'ailleurs, est-ce que Ferrari va le garder? J'espère pas, parce que déjà qu'ils sont en fond de l'eau, promouvoir un pilote qui a pas de talent, ça va être compliqué. Mais oui, Aylot et Schwarzman sont donc les deux prioritaires pour le baquet de Giovinazzi en l'occurrence, puisque Raikkonen se sera remplacé soit par Hülkenberg, soit par Perez, soit par un autre pilote, un Kiat, un Grosjean, enfin. Il y a plein de pilotes en fin de contrat cette année, donc il y a de quoi faire. Mais normalement, ça devrait être entre Hülkenberg et Perez. Après, s'il y a s'il y a un troisième choix, pourquoi pas. Autre point transfert, il s'agit de AlphaTauri. Si les deux pilotes sont en fin de contrat à la fin de cette saison, cela semble compliqué pour Danny Kvyat, auteur d'un très mauvais début de saison. Et oui, puisqu'elle a seulement marqué 2 points en F1 contre 14 pour Pierre Gasly. On en reviendra plus tard puisqu'on va faire les stats des pilotes. Enfin, il y a 8 écuries qui ont sorti leurs stats sur la qualif, la course, la meilleure position pour chacun en qualif et en course et le nombre d'abandons. Enfin, vous voyez le truc. Donc Danny Kvyat, auteur d'un très mauvais début de saison, mais il est également pressé par le japonais le rookie japonais Yuki Tsunoda, 4ème au championnat en Formule 2. Pourquoi pas. Gasly semble bien parti pour prolonger une 4ème année chez l'écurie italienne. A noter quand même qu'il n'y a pas que le japonais Yuki Tsunoda en place pour prétendre à un baquet de Formule 1 l'année prochaine. Il y a aussi un autre pilote estonien qui s'appelle Jüri Vips qui va d'ailleurs piloter en Formule 2 pour remplacer Sean Gelael qui s'était fracturé le dos lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, donc du coup, il est forfait pour le reste de la saison. Donc Jüri Vips, l'estonien, va donc prendre le relais. Donc ça peut... ça va être un match clairement entre Vips et Tsunoda. Et puis celui qui gagne, forcément, pourquoi pas prétendre au baquet si Danny Kvyat ne relève pas son niveau de jeu. Et maintenant, on va donc passer aux stats des pilotes. Donc on va d'abord commencer dans l'ordre, évidemment. Et on va d'abord commencer par les stats des pilotes McLaren, Carlos Sainz et Lando Norris. Et pour le moment, le résultat est sans appel pour Norris puisqu'il mène face à Carlos Sainz en qualif et en course avec un 4-2. Donc Norris a devancé 4 fois Sainz en qualif et en course. Et Sainz a devancé 2 fois Norris en qualif et en course. Enfin, maintenant, vous voyez le truc. En termes de points, 39 points pour Lando Norris, 23 points pour Carlos Sainz. Je pense que c'est quand même dû aussi au podium, sinon t'enlèves ça ferait 24 points pour Lando Norris, donc égal. Mais surtout, Carlos Sainz a été victime de problèmes, notamment au Grand Prix de Grande-Bretagne, la première course, lorsqu'il a été victime d'une crevaison à 2 tours de la fin, alors qu'il était 4ème. En meilleure position sur la grille, tous les deux ont fini 3ème en qualification, donc c'est très bien. Mais avantage à Lando Norris en course, puisque sa meilleure position en course est 3ème contre 5ème pour le pilote espagnol. Et ils sont abandonnés aucune fois. Donc déjà la fiabilité c'est tant mieux. Ensuite, maintenant passons à l'écurie Alfa Romeo avec Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Alors en qualification, avantage pour le pilote italien 4-2. Mais en course, Kimi Raikkonen reste devant, 4-2 aussi en course.
En termes de points, évidemment, l'avantage est pour Antonio Giovinazzi puisqu'elle a marqué les 2 seuls points de l'écurie. Raikkonen, malheureusement, 0 points. Dommage. En termes de meilleure position sur la grille de départ, Raikkonen a l'avantage puisqu'il s'était qualifié en Q2 en Espagne, 14e. Il s'était qualifié devant Ocon d'ailleurs, quand même. Giovinazzi P17. La meilleure, le meilleur classement en course, Kimi Raikkonen, c'est une 11e place, alors que Antonio Giovinazzi, évidemment, c'est la 9e en Autriche. Et Kimi Raikkonen a abandonné une fois, c'était au Grand Prix d'Autriche, lorsque sa roue avait décidé de foutre le camp. Et maintenant, on va passer à l'écurie sœur, entre guillemets, la grande Scuderia Ferrari. Enfin, la Scuderia Ferrari. on joue sur les mots. Donc, Charles Leclerc et Sébastien Vettel. Et cette saison semble quand même très compliquée pour Sébastien Vettel, puisqu'il est derrière son coéquipier partout. 4-2 en qualif pour Leclerc, 3-2 en course pour Leclerc. Alors, petite précision, vous voyez le 3-2, c'est normal parce qu'il y a eu un double abandon. Donc forcément, c'est jugé sur 5 courses. En termes de points, c'est un 45-16 en faveur du Monégasque. Sachant que Charles Leclerc est 4ème au championnat et Vettel est 12ème, je crois. À égalité de points avec Ocon d'ailleurs, donc la saison clairement à oublier pour Sébastien Vettel, qui d'ailleurs une stat, c'est son plus mauvais début de saison depuis sa première saison en F1 chez Toro Rosso en 2008. Donc ça prouve quand même alors soit la démotivation du pilote, soit vraiment le fait que Ferrari privilégie Charles Leclerc. En meilleure position sur la grille de départ, c'est une 4ème place pour Charles Leclerc contre une 5ème place pour Sébastien Vettel. Mais Charles Leclerc peut se consoler avec 2 podiums. Sa meilleure place est une 2ème place contre une 6ème pour Sébastien Vettel. C'est triste pour Vettel qui n'a vraiment pas connu le top 5. Et en termes de DNF, 2 DNF pour Charles Leclerc et un seul pour Sébastien Vettel. Donc Charles Leclerc c'était en Styrie et en Espagne, alors que Sébastien Vettel c'était uniquement en Styrie. On va maintenant passer à l'équipe française Renault, donc Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. D'ailleurs, on va noter Esteban Ocon qui a une belle tête de quelqu'un qui a la gastro. Et désolé si vous êtes en train de manger. Donc, en qualification, avantage net pour le pilote australien puisque c'est un 5-1 en qualification pour Daniel Ricciardo. En course, c'est légèrement resserré, mais toujours à l'avantage du Honey Badger Daniel Ricciardo 4-2. En termes de points, ça fait jeu égal quand même. 20 points pour Ricciardo, 16 points pour Ocon. 5ème place, c'est leur meilleure position sur la grille de départ cette saison. Mais Ricciardo a un avantage en course puisque la 4ème place, c'est son meilleur résultat. Il égale d'ailleurs son meilleur résultat de l'Italie en 2019, où il avait fini 4ème. 6ème place pour Esteban Ocon et ils ont abandonné à une seule reprise. Et je crois que c'était lors des 2 Grands Prix d'Autriche, il me semble. Mais bon, là, ils ont l'air d'avoir travaillé la fiabilité, donc normalement, ça devrait aller. Maintenant, passons à l'écurie multiple championne du monde Mercedes avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. En qualification, 4-2 pour Lewis Hamilton, un net sans bavure. En course, 5-1 pour le sextuple champion du monde. Sachant que petite stat, j'y ai arrivé, c'est Valtteri Bottas qui a gagné la première course. Donc Lewis Hamilton est quand même sur 5 victoires consécutives. Quand même. En termes de points, 132 points pour Lewis Hamilton, 89 points pour Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui est d'ailleurs passé derrière Verstappen au calendrier. Donc une Mercedes derrière une Red Bull, ça la fout un peu mal. En termes de meilleure qualif et de meilleure course, les deux ont fait une première place. Et 0 DNF pour les deux. Maintenant, passons à AlphaTauri, l'écurie anciennement Toro Rosso, avec donc Pierre Gasly et Daniel Ricciardo. Et la qualif, c'est un 6-0 en faveur du pilote normand. Aïe! Aïe, là le 6-0 il pique. Par contre en course, première égalisation puisque c'est un 3-3 littéralement entre Pierre Gasly et Daniel Ricciardo. Mais en qualif quand même. Alors on sait que Daniel Ricciardo c'est pas un pilote de qualif, mais là
Faut quand même, il y a de quoi se poser des questions, hein. Ensuite, en termes de points, donc comme je vous le disais dans les infos transferts, c'est un 14-2 en faveur du pilote rouennais. La meilleure position sur la grille de départ pour Pierre Gasly, c'est 7ème, pour Daniel Ricciardo, c'est 12ème. Donc 2 Q2 d'ailleurs pour Pierre Gasly contre 0 pour Daniel Ricciardo. La best race finish, P7 pour Pierre Gasly et P10 pour Daniel Ricciardo. Sachant que le Russe a abandonné à 2 reprises contre 1 pour Pierre Gasly. Maintenant, on va donc passer à l'écurie Williams. Williams qui d'ailleurs s'est fait racheter par Dillon Capital. J'ai oublié d'en parler, mais ils se sont fait racheter, enfin, dans sa globalité. Mais bon, ils garderont le nom, ils garderont le même équipage, enfin, voilà. Donc, l'écurie Williams avec George Russell et Nicolas Latifi. Et comme pour AlphaTauri, c'est un 6-0 en qualification pour le pilote britannique et un 5-1 en course pour George Russell. Après, Nicolas Latifi, le Canadien, est encore en stade en phase d'apprentissage de la voiture. Forcément. Ensuite, en termes de points, évidemment, c'est un 0-0 parce que la Williams est nul à chier. Logique. Meilleure position sur la grille de départ, c'est une 11e place pour George Russell et une 15e place pour Nicolas Latifi. Quand même. D'ailleurs, c'était tous les deux en Styrie. Ouais, en Styrie. La meilleure position en course, c'est une 12e place pour George Russell et une 11e place pour Nicolas Latifi. Oui, en Autriche. Il était 11e. Sur 11, certes, mais à une place des points. Et en termes de DNF, George Russell a abandonné une fois contre 0 pour Latifi. Et oui, à défaut d'être derrière tous les Grands Prix, et ben, il abandonne pas. George Russell avait abandonné pour un problème moteur lors du Grand Prix d'Autriche, le premier. Et maintenant, on va parler donc de Racing Point. Donc ça sera la dernière écurie. Red Bull et Haas n'ont pas encore sorti le comparatif. Donc Sergio Perez et Lance Stroll. Alors, petite parenthèse, ces stats que vous voyez là sont pris lorsqu'il courait, en gros, il compte pas les 2 Grands Prix britanniques où Sergio Perez avait manqué il compte pas les 2 manches britanniques qu'avait loupé Sergio Perez à cause de sa pandémie. Voilà, j'y arrivé, il avait été remplacé par Nico Hülkenberg. Donc c'est pour ça que vous voyez Lance Stroll avec 30 points, mais normalement, il en a 40. Maintenant, vous voyez. Donc en qualif et en course, c'est un 2 partout. Lance Stroll qui était quand même réputé pour ne pas être sorti de la... ne pas avoir passé la Q2 à 15 reprises l'année dernière. Et ben il se retrouve à faire jeu égal en qualif et en course avec son coéquipier mexicain. Ça montre quand même le progrès, quand même pour Lance Stroll. Donc en termes de points, c'est un 32-30 pour Sergio Perez. En réalité, c'est un 32 contre 40, mais bon, il ne compte pas les manches britanniques comme je vous l'ai dit. Meilleure position sur la grille de départ, c'est l'avantage de Lance Stroll puisqu'il a décroché une 3ème place en Hongrie, souvenez-vous, et contre une 4ème place pour Sergio Perez en Hongrie aussi, évidemment. En termes de meilleure course, c'est Lance Stroll encore qui a l'avantage puisqu'elle avait fini 4ème, c'était en Hongrie, justement, contre une 5ème place pour Sergio Perez, et je crois que la 5ème place c'était en Autriche. Ouais, je crois que ça devait être en Autriche. Donc 5ème place quand même. A noter que Lance Stroll a abandonné une fois. En Autriche aussi, c'était pour un problème électronique. Contre 0 pour Sergio Perez. Voilà, c'est à peu près tout pour la deuxième vidéo info de la Formule 1. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager sur vos différents réseaux sociaux et à vos différents potes. On se retrouve du coup dimanche pour le débrief du Grand Prix de Belgique. Et oui, je reviens parce que j'avais pas trop le temps. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de débrief pour les 2 Grands Prix britanniques et le Grand Prix d'Espagne. Mais je reviendrai pour le Grand Prix de Belgique jusqu'à la fin de la saison. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.